Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ma vie, mon combat, le deuxième épisode. J'espère que le premier vous a plu. En tout cas, beaucoup de personnes ont vraiment commenté, ils ont aimé, ils ont apprécié, ils ont posé énormément de questions. Alors aujourd'hui, je reçois deux femmes combattantes, deux femmes formidables qui mènent un combat depuis maintenant des années. Elles vont vous parler de leur vie, de leur combat. Elles ont un point en commun, la drépanocytose. Je vous propose de les accueillir avec moi. Bonjour Mireille. Bonjour Venise. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Jenny. Bonjour. En tout cas, merci pour avoir répondu présent à mon invitation. C'est vraiment très gentil et je vous souhaite bienvenue sur le plateau de Ma vie, mon combat. Alors aujourd'hui, vous êtes là, comme je disais tout à l'heure, pour un point en commun que vous avez, donc la drépanocytose. Jenny, tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, nous parler un petit peu de vous, nous dire qui vous êtes, bien que je sais que beaucoup de personnes savent qui est Jenny, mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, dites-nous qui est Jenny. Bien, je m'appelle Jenny Hippocrate Fixi, je précise. Et je suis originaire de Martinique, donc de Sainte-Marie plus précisément, donc une petite commune du Nord. Et je suis maman d'un jeune garçon atteint de drépanocytose qui a aujourd'hui 29 ans. Et depuis quelques années, depuis 22 ans, je suis présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, une association qui existe depuis pratiquement 33 ans, mais j'ai pris le train en marche. Et donc, je me bats contre cette saloperie de maladie qui touche mon enfant et qui très souvent, le conduit à l'hôpital dans des situations vraiment graves, parce qu'il a quand même présenté plus de 10 infarctus pulmonaires, un arrêt cardiaque. Et donc, c'est très difficile, d'autant plus qu'à sa naissance, j'ai appris l'annonce diagnostic par téléphone. Et on m'a dit que votre fils n'atteindrait pas l'âge de 5 ans. Donc, il a fallu tout de suite faire mentir la science et faire mentir cette voix off qui me disait « Votre enfant ne va pas vivre jusqu'à l'âge de 5 ans ». Donc, aujourd'hui, Taylor, il a 29 ans. Il se porte assez bien et pour cause, il est échangé. On lui change de sang toutes les 6 semaines, ce qui lui permet d'avoir une vie quasi normale. Mais la bête est là, la maladie est là, il en souffre beaucoup, ce qui n'a pas bloqué ses rêves non plus, puisqu'il est chef d'entreprise. Il pilote son petit avion, donc je suis très fière de lui parce que c'est pas facile d'être malade et d'avoir des rêves et de réaliser ces rêves-là. Être chef d'entreprise, c'est pas évident, donc d'autant plus qu'il a une entreprise qui est basée à Hong Kong. Il fait de l'innovation technologique, il est ingénieur. Donc je suis fière de lui et je dirais, fière du combat que j'ai mené, pas forcément pour mon fils, mais pour tous les autres malades. Mais justement, on va en parler, on va rentrer un peu dans les détails juste après la présentation de Mireille. Mireille, dites-nous, parlez-nous un petit peu de vous. Alors moi, c'est Mireille Tidji Koulibaly. Je suis maman d'un enfant d'un ex-drépanocytaire. Je suis membre du bureau Drépagreffe. Je suis cofondatrice avec mon fils, justement, qui est guéri, Ethan, d'une association qui s'appelle Abri Handicap, qui se bat pour tous les handicapés qui sont rejetés pour leur cause. D'accord. Alors, je rentre dans ce combat-là depuis la naissance de mon fils. Comme Jenny, il y a des points communs. J'ai appris l'annonce de la maladie par téléphone. La maladie avait déjà, moi, décimé une partie de ma famille, une amie, un cousin, une nièce, un oncle et tout ça, sans savoir que cette maladie-là, j'étais porteur sain. J'étais porteur sain. Voilà. Alors, justement, Jenny, qu'est-ce que c'est la drépanocytose? La drépanocytose, et puis c'est un nom très barbare, drépanocytose, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire, ils disent drépaquois. Drépaquois. Donc c'est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs, parce que très souvent les hommes prennent la poudre d'escampette à l'annonce diagnostique, alors qu'eux aussi ils sont porteurs. Si on a un enfant malade, c'est parce que le père aussi est porteur. Donc c'est une malformation des globules rouges. À l'origine, les globules sont ronds, mais là ils sont en forme de faucille. Quand il y a une crise, il se rigidifie, il s'adhère à la paroi des capillaires, c'est des tout petits vaisseaux qu'on a dans le corps, et ça fait embouteillage. C'est comme si on est sur l'autoroute et puis un camion se renverse et puis les voitures ne peuvent pas passer. Et donc avec un grand symptôme dominant qui est la douleur qui est la hantise des malades et des familles. Alors mon fils me disait que c'est comme si j'ai un marteau-piqueur dans le corps qui me casse les os. Et un jour je me rappelle, je lui ai dit, t'as mal où? Il m'a dit, tu n'as rien compris, je n'ai pas mal en quelque part. Mon corps, c'est une planche de douleur. Quand une maman entend ça, c'est très dur.
Et d'ailleurs, lors d'une crise, il m'a demandé le droit de mourir. Il m'a demandé de le tuer. Il souffrait trop, il m'a dit tue-moi. Donc, quand on est passé par là, je crois que rien ne nous arrête, hein. Alors, le premier grand symptôme, c'est cette douleur. Deuxième grand symptôme, l'infection à pneumocoque. Un petit rhume qui vous fera rien du tout peut foudroyer, tuer un drépano et surtout les méningites, les septicémies. Troisième grand symptôme que j'aurais pu placer en début, donc l'anémie. Une personne non drépanovi avec 13, 14, voire 15 grammes d'hémoglobine. Une personne drépanovi avec la moitié, 6-7 grammes. Et quand il y a une crise, elle peut encore déglobuliser, donc elle peut tomber à 2 grammes, donc elle peut en mourir rapidement. Et puis il y a un quatrième grand symptôme, j'en parle parce que c'est très très dur. C'est ce qu'on appelle les CVE sévères, donc risque d'AVC, de syndrome thoracique aigu, des ulcères variqueux, des angiopathies. Partout il y a des vaisseaux, ça veut dire tout le corps, on peut avoir des problèmes, des surdité, etc. Donc c'est le quatrième grand symptôme dominant. Mais en dehors de ça, de par la complexité de la maladie, tout le corps est touché, tous les membres sont touchés. Le corps de la personne n'est même pas son corps, ça appartient à la drépanocytose. Comme dit Taylor, même si je ne suis pas la drépanocytose, mais je vis tellement avec, j'ai l'impression de l'avoir épousée, ou j'ai l'impression qu'elle fait partie vraiment, comme si c'est mon cœur, en fait quelque chose qui est sur moi tout le temps. Comment s'est passé, on va faire un petit retour en arrière, comment s'est passé l'accouchement de Taylor? Ben, en fait, l'accouchement de Taylor, c'était très douloureux parce que j'ai accouché avant terme. Taylor, c'est un enfant prématuré et mort-né. Ça n'avait rien à voir avec sa drépanocytose. Il était dans le coma quand il est né pour cause. Je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Et l'anesthésiste qui était une remplaçante, je crois une intérimaire, ne savait pas que je ne dormais pas beaucoup avec même étant anesthésiée. Donc elle a doublé la dose, donc ce qui fait, ça ne m'a rien fait à moi, mais ça a tué mon enfant. En gros, c'était ça. Et donc Taylor est parti en réanimation. On a essayé de le réanimer sur place. Et c'était dans une clinique. Moi, je suis restée en clinique. Là, le SAMU est parti avec lui à l'hôpital Robert Debré. Et là, il est arrivé, mais il était tout pâle. Mais ça n'avait rien à voir avec sa drépano, puisqu'on ne peut pas. La drépano ne se manifeste pas avant 4-5 mois d'âge. Donc, ça n'avait rien à voir, il était tout pâle. Donc, ils l'ont transfusé. Et c'était là le problème, parce qu'ils ont oublié de remonter le dossier de la transfusion quand il est sorti du coma 7 jours plus tard et quand il est remonté en néonatologie. Donc, du coup, quand je disais, j'avais un terrible pressentiment, je disais que mon enfant est certainement atteint de drépanocytose, ils m'ont dit non. Et pendant 4 Vous fois, connaissiez déjà la maladie? Je connaissais la maladie. D'accord. Et mais je ne savais pas que j'étais porteur. Parce que là aussi, il y a une erreur. Dans le carnet de santé de mon mari, c'était écrit AA. Ça veut dire qu'il n'est pas malade. Parce que l'hémoglobine normale, c'est A. L'hémoglobine anormale, c'est S. Okay. C'est S. Et quand on est SS, on est malade. Quand on est AS, on est porteur. Comme Mireille, comme moi. On est porteur et sain tous les deux. Toutes les deux. Et donc, du coup, il est remonté. Et l'hémoglobine du donneur avait modifié ses hémoglobines parce qu'il était protégé par l'hémoglobine du donneur. Donc, du coup, il était considéré comme un AS. Ah ouais. Et pendant 4 fois, ils ont fait l'erreur. Et la 5e fois, moi, je suis partie aux Antilles. J'aurais pu le tuer, hein. Je suis partie aux Antilles avec lui, en Martinique, et maman me dit, mais il pleure beaucoup. Et puis, j'ai l'impression qu'il a les pieds un peu gros, les doigts un peu gros. Il faisait déjà la première crise, le syndrome hand-foot, enfin, pied-main. Et je ne savais pas. Et du coup, je suis revenue à Paris avec. Je redemande l'électrophorèse parce que ça me travaille. Et là, c'est là que ce vendredi matin à 11h, le téléphone, j'avais l'impression, je vous assure, que la sonnerie avait retenti beaucoup plus fort que d'habitude. Et boum, bonjour, c'est l'hôpital Robert Debré. C'est pour vous dire que votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Il est SS. Et je dis, mais c'est quoi exactement? Parce qu'il faut savoir que j'ai un neveu malade, mais ma soeur me disait que c'était un problème de globules blancs et de globules rouges. Et ce qu'elle avait appris, c'était de la désinformation. Mais on n'avait jamais parlé d'hérédité. Donc on ne savait pas. Vous ne saviez pas que vous aussi... Et quand je dis ça, la dame me sort, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas trop l'aimer, il ne faut pas le cajoler, il ne faut pas lui donner trop d'affection. En gros, oubliez votre fils, oubliez votre Taylor. Il va mourir avant l'âge de 5 ans. Donc donnez votre amour à votre mari, à vos 2 autres enfants, oubliez Taylor. C'est un sacré coup, ça. Je dis pardon. Et le gamin était dans le berceau. J'habite au 6e étage. J'ai dit, mon Dieu. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ah ben, en ce moment-là, il n'y avait plus de ciel, il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus rien. Je flottais. Je flottais. Et j'entendais mort, mort, que ça dans ma tête, mort. Mais pour moi, c'était une éternité, mais en fait, ça a duré quelques secondes où j'entendais mort. Je dis, mon Dieu, il va mourir. Et quand je savais, j'ai vu mon neveu en crise, j'ai dit, je ne pourrais pas supporter ça. Donc, il vaut mieux en finir une bonne fois pour toutes. Mon mari n'étant pas là, je m'approche du verso, je dis, je prends l'enfant et je saute par la fenêtre avec. C'était ça que j'avais dans la tête, dans un premier temps. C'est terrible. Il dormait. Et je m'approche du verso, et puis l'autre a raccroché. Hein. Il m'a dit, rendez-vous
Point bleu, 3e étage, hôpital Robert Debré, vendredi matin, boum, 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 comme ça, comme je vous parle là, mais vite, hein, elle n'avait pas le temps. Hein. Et en même temps, j'ai dit, si elle était à côté de moi, j'aurais peut-être certainement tué cette femme, mais en même temps, j'étais tellement pas bien, tout était bousculé dans ma tête. Je m'approche du berceau dans le but de le prendre et de sauter par la fenêtre, et là, il ouvre les yeux et me regarde. Il sourit, et je lis. Je suis le grand combat de ta vie. Je le lis sous son front. C'est pas une blague, je l'ai lu. Et j'ai fait 3 pas en marche arrière, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, tu rentres, il y a un problème. Mon mari était sur un chantier, parce qu'il est architecte à l'époque. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, Taylor est malade. Il me dit, mais non, on t'a dit non. J'ai dit, si. Là, on vient de m'appeler, on m'a dit oui. Et là, j'en suis sûre. Il me dit, là, ils se sont trompés. Là, il est tombé dans le déni complet. Parce qu'on lui avait tellement dit non. Et là, il entend malade et tout. Et il avait une tante aussi qui était très malade, qui avait des ulcères variqueux, des grosses plaies, qui est morte justement quelques mois avant la naissance de Taylor. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, il est rentré, on a parlé. Je dis, mais on a les 2 autres, comment leur dire? Mandy, elle avait 3 ans. Samuel était un peu plus grand. 9 ans, je dis bon, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va attendre un petit peu, on va leur dire à notre façon. Et j'ai mis la cassette Bambi. C'est ce qui m'est venu comme ça. J'ai dit, Bambi, alors Mandy, elle pleurait tout le temps, ma fille, la cadette. J'ai dit, tu vois, Bambi, c'est sa mère qui meurt. Et je lui explique que... Et puis là, elle me regarde et me dit, maman, Taylor est malade? Je lui dis oui. Et Samuel me dit, il va mourir, Taylor? Je dis, je ne sais pas, c'est la drépano. Et là, les enfants, ils me disent, il ne va pas mourir. Nous, tous, on va se battre. C'est formidable. Maman, on va se battre. Il ne va pas mourir. Et Samuel qui me dit, j'ai des larmes quand j'ai des économies, puisque tu m'as mis un petit carnet, tu peux prendre pour pouvoir payer, pour guérir tes loges. Je dis, ça ne se passe pas comme ça. Et là, le lendemain, je n'ai pas dormi du tout. Le lendemain, je dis à mon mari, j'irai vendredi, donc c'était 3 jours plus tard, à l'hôpital Robert Debré. Et après, je m'en vais. Il me dit, où je dis en Afrique? Il dit, mais pourquoi en Afrique? J'ai dit, j'ai passé quelques coups de fil pendant que tu dormais. Et ils m'ont dit, en Afrique, c'est là qu'il y a la souche de la maladie. Donc, il me dit, mais où en Afrique? Je dis, je ne sais pas, j'irai chercher un billet. Le vendredi, je suis allée à l'hôpital d'Aubrey. La femme, je ne sais pas laquelle, parce que personne disait c'était moi qui avait téléphoné. Ils m'ont mis une cassette de l'oxygène, de l'oxygène. Et puis, elles se sont barrées en train de boire leur café à côté. Donc la cassette, c'était... Je regardais, ça parlait de la drépanocytose, des globules qui disaient... Pour vous préparer, en fait, c'est pas humain du tout, finalement. Elle m'a dit, madame, j'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir, j'ai pris mon enfant. Je suis partie en courant dans les couloirs. J'ai pris les escaliers. Je suis partie dans le hall de l'hôpital. J'ai commencé à courir dans le hall. Je m'assois, je crie, je pleurais. Monsieur, il s'arrête, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, monsieur, mon enfant est mort. Il dit, madame, votre enfant, il n'est pas mort. Il est dans vos bras, il est vivant. Regardez comme il est beau. J'ai dit, il est mort. Et le monsieur me regarde. Il me dit, regardez-moi bien, ma petite dame. Faites de ça le combat de votre vie. J'ai dit, ça fait encore une autre personne. Et donc, j'appelle un taxi, je rentre chez moi. Et je dis à mon mari, tu gardes Taylor, je pars en Afrique. C'est un vendredi. Le mardi, je suis allée prendre un billet. Je n'ai pas de visa. Je n'ai rien. Il me dit, je dis, je pars. Je vais au Congo. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je n'ai pas de visa, mais je connais du monde. Je suis partie, ils m'ont donné le visa l'après-midi tout de suite. Et le mercredi ou le jeudi, j'étais au Congo. Et j'ai commencé à sillonner l'Afrique, c'était parti. Le Brésil, les États-Unis, ma famille payait les billets. Ma famille, tout le monde mettait de l'argent pour me financer billets, chambres. Et qu'est-ce que vous recherchiez exactement dans ces voyages? Comprendre. Comprendre. Et ça m'a permis d'ailleurs de faire mon phénotype. Et on me dit, plus tard aux États-Unis, vous êtes, vos ancêtres sont béninois, guinéens et caucasiens. Alors j'étais contente d'entendre ça. Parce qu'en on m'appelait Guinée. Femme Guinée, ça veut dire guinéenne. C'est incroyable. Ah, et j'étais contente, oui. Et donc je voulais comprendre, mais j'ai été heurtée. Ça, c'est Mireille qui en parlera mieux que moi, à tout cet aspect socioculturel. Quand je parlais de drépano, c'était oh là là, si vous parlez de drépano, vous tuez ici. Enfin, c'était dégagé, quoi. Ils n'acceptaient pas justement cette maladie. Non, non. Ben justement, Mireille pourra aussi nous éclairer par rapport à ça. Voilà. Tout d'abord, moi, je vais vous demander comment fait-on pour vivre justement avec un enfant drépanocytaire? Comment ça se passe, la vie de tous les jours?
Alors, la vie de tous les jours, j'entends un génie, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et forcément, il y a des choses qui se croisent. Bien sûr. Comme elle dit, hein, elle a parlé de combat. Quand on a un enfant comme ça, il est là, il n'a pas demandé à être là. Moi, mon fils, on ne savait pas qu'on était porteur. Moi, je ne savais même pas que j'étais porteur sain. Mon mari ne connaissait même pas la maladie. Moi, je connaissais parce que j'avais déjà pleuré par rapport à cette maladie. Et on disait de cette maladie-là, en Côte d'Ivoire, où j'ai grandi, regarde, celui-là, il est drépanocytaire, il ne va pas vivre jusqu'à 15 ans. Donc, les gens qui avaient 50 ans ou 25 ans en Côte d'Ivoire, on les montrait du doigt. Tout le monde savait où est-ce qu'ils habitaient. Donc, c'est quelque chose qu'on ne devait pas avoir. Et donc, quand ce coup de fil cet après-midi où on m'appelle pour me dire vous connaissez la drépanocytose? Je dis oui, je connais la drépanocytose. Ben, apparemment, si je vous appelle, c'est que peut-être que votre fils a la forme sévère, peut-être pas. Donc, vous avez rendez-vous dans une semaine, dans une semaine avec un médecin qui vous dira si c'est la forme grave ou la forme pas grave. Donc, j'avais une semaine pour mourir, en gros. Exactement. Et puis, voilà. Et puis, quand on a un enfant comme ça, on abandonne tout. Jenny, elle allait, sa première idée, c'était d'aller en Afrique. Bon, ma première idée, j'étais carriériste. Ma carrière, elle était toute faite pendant ma grossesse. Et on m'a dit, j'étais à Montpellier, dans le sud, où à l'époque, on ne connaissait pas cette maladie. On m'a dit, si un jour, j'oublie l'uracyline, le deuxième jour, mon fils a la septicémie, le troisième jour, il est mort. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, tu ne peux pas être carriériste et moi carriériste. On a dit que si on ne voit pas les crises, que les crises peuvent être perdues, l'enfant, il va mourir. Alors, si toi, tu as un travail qui te prend beaucoup de temps, intellectuellement, moi, si j'ai un travail, le soir, on arrive, on est crevé, eh ben, l'enfant, il va mourir. Et donc, moi, j'ai tout abandonné. Et j'ai entendu à Montpellier que c'était Créteil qui était la ville où on guérissait les malades de la drépanocytose. Créteil, le rêve. Il faut que je quitte Montpellier pour arriver à Créteil. J'ai arrêté mes études, j'étais en maîtrise, j'ai pris le gamin et je suis montée à Paris. J'ai dit, il faut que j'aille à Créteil. Parce que c'est là-bas on dit qu'on guérit les drépanocytaires. Et puis... Mais comment on guérit les enfants drépanocytaires, pardon, d'abord, j'arrive... Parce que là-bas, on disait que si j'oubliais l'uracyline, c'était la mort. On ne connaissait pas. C'est un antibiotique pour les drépanocytaires. Okay. Et j'arrive ici, mon enfant, il est drépanocytaire. Ben oui, il est drépanocytaire. En Ile-de-France, on connaît. Et j'atterris chez Jenny. Je lui dis, mon fils, il est drépanocytaire. Elle dit, oui, tout va bien. Il y a beaucoup de drépanocytaires ici. Vous vous apercevez que vous n'êtes pas seul, finalement. Que je ne suis pas seule et que mon fils n'a pas la peste, tout simplement. Exactement. Et que c'est quelque chose qu'on peut vivre avec. Et moi, j'avais déjà tout abandonné pour faire ce combat-là avec... Alors, quand vous dites comment on vit avec un enfant drépanocytaire, il faut avoir du temps. Parce que c'est une maladie qui est latente. Elle est sournoise. Donc, il faut avoir du temps. Il faut donner beaucoup d'amour. Là où on lui dit, ne donne pas d'amour, ne t'attache pas. Ne pas donner de câlins. Ne pas donner de câlins. Et là, il faut donner de l'amour parce que le stress est un des facteurs déclenchants de cette maladie-là. Tu m'as posé la question, Venise, de savoir comment on guérit de la maladie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Celle qui est beaucoup connue, c'est la greffe de la moelle osseuse. J'ai eu la grâce, mon fils a eu la grâce de bénéficier de cette greffe-là. Et depuis 6 ans aujourd'hui, il est guéri de cette maladie-là. Et j'ai intégré l'association Drépagreffe dès sa naissance en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et depuis, cette association-là milite pour la promotion de la greffe de la moelle osseuse. Et je peux dire que la vie avant la maladie, pendant et après, c'est pas pareil. Parce qu'il faut savoir que quand on est parent de drépanocytaires, on ne peut pas faire de projet à long terme. Quand ils sont petits, ils sont mineurs. Tu me corrigeras, hein, Jenny, si on ne peut pas faire des projets pour dire dans 1 mois, dans 2 mois, on va préparer l'été, tout simplement. Parce que la veille de l'été, peut-être que rien qu'en faisant les valises, ça peut causer un stress au gamin. Moi, en l'occurrence, mon fils, c'était ça. À chaque fois qu'on faisait les valises pour l'aéroport, la veille, c'était sûr qu'il allait aux 42 fièvres. Ah oui. Tout était annulé. Ou alors le gamin qui grandit, qui ne peut pas dire je vais avec mes potes à gauche et à droite, on ne peut pas le faire. Ou alors on ne peut pas passer une après-midi chez un ami, on ne peut pas confier son gamin à quelqu'un et dire je te confie mon gamin 2 heures et tu te dis en tant que mère, eh bien 2 heures, je n'ai pas besoin de lui dire qu'il est malade. Mais pendant ces 2 heures-là, c'est là il pique une crise. Ouais. Et on est toujours en train de dire je te présente mon fils, mais
toujours ce Il y a mais. toujours ce mais derrière Il faut à chaque éduquer fois toutes les personnes. Partout. qui ont un contact avec l'enfant. Partout, C'est partout, que ce soit à l'école, que ce soit partout, il y a ce mais qui posait une barrière qui fait que l'enfant, même si on dit qu'il était normal, comme on dit avec les guillemets, mais il y avait toujours le mais, et ce mais-là, on vivait avec ça. Aujourd'hui, ce mais-là, je ne l'ai plus. J'ai le mais de toutes les mamans, mais ce mais où on ne sait pas s'il va piquer une crise et qu'il ne peut pas aller tout simplement avec ses potes, il ne peut pas aller... Je suis contente que Taylor aujourd'hui, parce que quand on dit que Taylor aujourd'hui, il a un avion, c'est pas anodin, hein, C'est pas parce que anodin, les exactement. drépanocytaires, ils ne vont pas en attitude, hein, C'est clair. ils ne vont pas en altitude, c'est quelque chose de grand. Voilà. Oui, c'est sûr ça. Et justement, on parle des entourages, justement, des personnes malades. Comment ça se passe avec, parce que Taylor est le 3e enfant, comment ça se passe avec ses frères et, enfin, son Taylor frère n'a et pas sa la sœur? chance du fils de Mireille, puisque dans la famille, il n'y a pas de personnes compatibles. Parce qu'il faut savoir, pour greffer, pour qu'un enfant puisse recevoir la greffe, il faut que dans la fratrie, il y ait un donneur avec un code génétique identique que le receveur, que le malade. Et dans ma famille, il n'y a pas ça. Ils sont tous différents. D'accord. Donc, c'est les aléas du hasard. Ouais. Donc, Taylor ne peut pas être greffié, même si il me dit, je ne sais pas comment j'aurais accepté la greffe parce que En fait, quand on est atteint d'une maladie chronique, pas forcément la drépano, on a du mal à sortir de la maladie. Je sais. D'accord? Je sais de quoi tu parles. Tu vois? Alors, donc, du coup, est-ce qu'il allait accepter et laisser sa drépanocytose de côté? C'est quand même compliqué. Donc, il parle, Taylor, c'est un intellectuel, hein, donc avec tous ces grands mots, quand il m'explique des choses, je ne sais même pas de quoi il me parle. Donc, il y a ça. Et donc, mais lui, il sait qu'il faut qu'on lui change le sang toutes les 6 semaines. Il sait que si on ne lui change pas à partir de 5 semaines, il commence à être fatigué et fatigable. Donc, il ne peut rien faire. Alors, pourquoi il va en altitude puisqu'il pilote? Premièrement, il évite de monter à plus de 1500 mètres d'altitude dans un avion pas pressurisé. Et deuxièmement, il monte juste avant justement qu'il ne redescende, que les globules ne rechutent. D'accord. Donc, tout est calculé. Et quand il a vécu 3 ans en Chine, sachant que là, le sang n'est pas du tout compatible avec le sang noir, parce que même pour les transfusions, il faut du sang compatible. Hein. Un noir ne reçoit pas du sang d'un donneur blanc. D'accord? Donc, toutes les 6 semaines, donc 5 semaines, il revenait en France juste pour l'échange transfusionnel. Donc, ça veut dire, ça coûte. Ça coûte, exactement. Voilà. Donc, mais avec ses frères, avec son frère donc, et sa sœur. avec son frère, avec sa sœur, déjà, ils ont tout le monde. Il n'y a même pas frère, sœur, il y a toute la famille. Mais les oncles, les tatis, les tontons, tout le monde s'occupait de Taylor. D'ailleurs, il n'est pas allé en crèche parce que ma sœur le récupérait le dimanche jusqu'au jeudi ou le vendredi, c'était mon jour de repos. Le samedi, le jour de repos de mon mari. Et ma sœur, elle a étudié, elle a compris très vite la maladie autant que moi. D'accord? Donc, du coup, ça se passait bien. Mais je leur ai dit, Taylor ne doit pas être un enfant roi. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus sombrer à ses caprices, de materner et tout. Et d'ailleurs, il me dit, j'ai pris le plus de coups à la maison parce que moi, quand il m'avait dit... Donc voilà. Donc les autres étaient là pour dire, tu n'es pas le prince, hein, il faut... Non, c'est pas comme ça. Mais en dehors de ça, ils arrivent à le protéger quand même. Parce que je vois que même quand Samuel est parti vivre en Angleterre très très tôt, mon aîné, Taylor a fait une crise, le stress. Et bien Samuel revenait pratiquement tous les 15 jours. Et je dis, Samuel, tu es étudiant, tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Mais je reviens pour Taylor. Et quand on lui disait Taylor est à l'hôpital, il revenait. Donc c'était un mouvement, je dis on était en migration perpétuelle. Toute la famille comme ça, on se relayait, même la marraine de Taylor qui est ma nièce, quand j'étais très fatiguée, elle laissait Martinique pour venir m'aider. Donc franchement c'est une famille comme ça, Dieu merci, parce qu'il y en a qui rejettent les malades, qui rejettent les parents des malades, etc. Donc ça s'est super bien passé. Taylor à l'école c'était zéro. Il était nul en anglais. Et Mandy et Samuel, ils étaient bons en anglais. Et souvent, avec mon mari, on rigolait, ils parlaient qu'en anglais entre eux pour inciter Taylor à parler anglais. Mais c'était incroyable. Samuel, très doué en mathématiques, il incitait Taylor, il disait « Oh, je ne comprends pas ça, Taylor, tu peux... » Et on s'était rendu compte, en fait, que Taylor, en mathématiques, c'était le big box. Et franchement,
il était bon. En fait, et on a vu ça grâce à Samuel. D'accord. Donc, les enfants étaient là pour tout, pour tout. Et des fois, eux-mêmes, ils me disaient, va te reposer, on s'en occupe. Va te reposer, maman. Papa, va te reposer. Parce que mon mari était vraiment là avec moi. Il n'est jamais parti pour dire, moi, je fais... Au contraire, non, c'est notre enfant, on va se battre à deux. Et d'ailleurs, tu es là jusqu'à maintenant, hein, je l'engueule, mon mari. Hein, tu es là, c'était là, qu'est-ce qu'il mange ce soir? Ta femme me dit, tu commandes à manger pour lui. Mais attends, tu es là, il faut arrêter ces conneries-là jusqu'à maintenant. Et quand tu es là, on voulait piloter, j'ai dit non. Ils ont attendu que je parte à Copenhague pour une conférence. Quand je suis revenue, Taylor avait déjà son certificat pour aller piloter parce que par chance, il est tombé sur un expert qui avait 82 ans, qui lui dit, bon voilà, super, vous voyez bien et tout, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, quoi? Je suis drépanée. Le mec, il dit, ah bon, là, ça change tout. Taylor lui dit, monsieur, ne pas pouvoir, c'est pas, ne pas devoir, c'est pas ne pas pouvoir. Et le mec, il dit, moi j'ai 82 piges, j'ai rien à foutre, je signe. Et c'est comme ça que Taylor Taylor lui dit, moi je vais partir quand même au Canada, aux États-Unis, il ne demande pas tout ça. Je veux quand même partir, je veux piloter. Voilà. Et donc, ça s'est super bien passé. Taylor à l'école, c'était pas ça. Mais comme c'est quelqu'un qui réfléchit très vite, et donc il a eu son bac, licence, etc. Mais au niveau de la maison, ça s'est super bien passé. Par ailleurs, je vais quand même te raconter une histoire. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, je veux la raconter pour qu'elle ne me fasse pas mal. Un jour, Taylor est entré à l'hôpital pour un syndrome thoracique aigu, un infarctus pulmonaire. D'accord. Et je fais un rêve super bizarre. Il était sortant, il était sous antibiotiques. C'était un samedi et le lundi, il devait sortir de l'hôpital. Et le soir, du samedi soir, donc le vendredi soir, je fais un rêve très bizarre. Je rêve qu'il est devenu tout blanc, qu'il est un vieillard, avec tout le corps mais blanc. Et ce rêve m'a fait très très peur. À l'époque, j'étais encore psychologue et j'étais sur mon lieu de travail. Et là, je dis, c'est pas bon signe. Mais ça me hante. Et le lendemain, j'appelle mon mari, je dis, viens me chercher pour m'emmener à l'hôpital. Il me dit, non, 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 tu te reposes, Jenny. Il y a ses cousins, ses cousines, tout le monde est là. Ils ont laissé monter les enfants dans le couloir. Taylor est en train de jouer avec eux. Je dis, Alex, il va se passer Il avait quel âge à quelque chose. cette époque? Il avait 9 ans. D'accord. Il va se passer quelque chose. Il me dit, mais non, je te dis, ils sont contents, les infirmières sont contentes. Taylor, ils sont lundi. C'est bon. Et je lui dis, si tu ne viens pas me chercher, je prends un taxi. Je n'ai pas la force de conduire, mais je prends un taxi, je viens. Il est venu me chercher. Il est arrivé à côté de l'hôpital. J'ai dit, cherche pas une place pour te garer. Allez, dépose-moi là. Et je commence à courir. L'ascenseur était toujours en panne à l'époque. Je monte les 5 étages. En plus, ils n'ont pas de service de référence. Ils sont des volants. Donc, ce jour-là était en cardiologie, comme par hasard. Je grimpe les 5 étages, j'arrive. Et là, l'infirmière sort de sa chambre. Effectivement, je vois tous les enfants en train de jouer dans le couloir. Et l'infirmière me dit, oh là là, je suis contente. Taylor, il va bien, il a retrouvé le sourire et tout. Et je rentre dans la chambre. Il me regarde, il sourit. Et brusquement, il change de tête. Il me dit, je dis, Taylor. Et l'enfant devient tout blanc. Ouais. Mais blanc. Blanc de chez blanc. Je dis, Taylor. Il me dit, maman, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui t'a? Maman, je vais mourir. Je lâche le sac, tout ce que j'avais. Je fais un bond et j'arrête la perfusion. C'était la dernière, le Claforant. C'est un antibiotique. Je l'arrête et je vois Taylor. Oh là là, ça descend, la tension. Je soulève les pieds. Je crie au secours, mais les enfants sont en train de jouer dans le couloir. Ils se rendent les pas infirmières croient que ce sont les enfants qui jouent. Et je crie au secours, aidez-moi, personne. Et je soulève le pied, j'essaye de faire un massage cardiaque. Et je vois que je le sors du lit. Je le mets par terre et massage cardiaque, rien à faire. Et là, je vois le truc qui devient tout plat. Oh, ça y est. Et là, c'est... Mon fils meurt dans mes bras et je crie, et je crie, et je crie. Et j'étais sur lui comme ça, je le place de l'autre côté, je le mets comme ça, devant moi comme ça, non, je reste. Et je dis, Taylor, non, tu ne peux pas me faire ça, j'ai fait trop de choses, c'est pas possible. Taylor, non, si tu meurs, je te tue. Et là, je lui balance un coup de poing au thorax. Et là, le cœur repart, je tombe sur les fesses. Vous lui avez sauvé la vie. Oui, il dit, maman, tu m'as donné la vie 2 fois. Et là, tout le monde s'affaire, parce que là, on entend vraiment... Non, mon mari rentre au même moment. Et mon mari assiste à la scène, il est sclérosé, il regarde, il ne sait même pas quoi faire. Et là, j'ai dit, appelle tout le monde. Et là, tout le monde a commencé à venir.
et qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'était notre première grande émission de télé sur la 5 parce que il fallait parler d'une réaction allergique médicamenteuse. Et donc, on nous avait choisi pour dire, le professeur qui devait être invité, il a dit, non, 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 je ne veux pas, je vais vous envoyer une dame, il faut la prendre. Et elle va vous raconter. Elle sait de quoi elle parle. C'est la première fois qu'on entendait parler de drépanocytose sur une grande chaîne. Alors, est-ce que c'était fait exprès? C'est la première fois qu'en France, on parlait de drépano sur une chaîne nationale. Mais justement, comment ça se passe justement en France concernant la drépanocytose? On sait que ce n'est pas très connu. Vous vous battez beaucoup pour qu'on puisse reconnaître cette maladie en France ainsi qu'en Afrique. Comment ça se passe aujourd'hui, la France et la drépanocytose? La France, tout à l'heure, Mireille, tu vas parler de l'Afrique, mais la France est un pays raciste. La France a racialisé la drépanocytose, ségrégationné. Je fais une demande de subvention au ministère de la Santé, on me retourne au ministère des Outre-mer, on appelle ça quoi? C'est de la ségrégation raciale. La drépanocytose est confinée dans un ciblage ethnique. C'est pour ça que je dis le mot confiné, je le connais très bien. Confiné dans un ciblage ethnique. T'es noir, on va te dépister, t'es blanc, on ne te dépiste pas. Or, c'est pas vrai. La maladie est galopante. Et maintenant, elle touche toutes les populations. Et avec le métissage, eh ben, elle va rentrer sur tous les trois. Et puis, il y a des personnes, il y a des blonds. Moi, je suis à la tête de l'EORA, une grosse fédération qui est basée en Grèce et je suis la responsable France. C'est l'European Organization for Anemia. Et dans cette fédération, il y a 2000 blancs blonds aux yeux bleus ou aux yeux verts avec la drépanocytose. D'accord? Donc, c'est plus cette maladie des Noirs. Madame Buzyn, à l'époque, quand elle était directrice de la Haute Autorité de Santé, quand elle nous a auditionnés, nous, les associations, eh ben, franchement, c'était une vraie calotte pour nous. On nous a jamais dit, non, vous n'allez pas sortir du ciblage ethnique. C'est l'extrême droite qui saisit l'occasion pour parler du peuple du grand emplacement et nous ridiculiser en disant que par rapport au nombre de drépano, on sait en gros le nombre d'immigrés qui est en France. C'est du n'importe quoi. C'est terrible ça. Et Madame Buzyn, dans son truc, elle dit, la maladie n'est pas rentable. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais oui, la maladie. Alors que le Covid arrive là, tout le monde sous les genoux, en un an, on trouve des médicaments. Les maladies chroniques qui sont là depuis 115 ans, on a trouvé la drépanocytose, on ne fait rien du tout. Alors, il ne faut pas me dire que la France n'est pas un pays raciste. D'accord? Et l'article 1er de la Constitution est bafoué. Les hommes naissent libres et égaux. Ce n'est pas vrai. On n'est pas égaux. Non, ce n'est pas vrai. Donc, du coup, je suis désolée, mais il faudrait appeler un chat un chat. Quand ils disent la France, on n'est pas raciste, je dis il n'y a pas des racistes partout. Mais il y a beaucoup de racistes et beaucoup de racistes dans les différents gouvernements qui se sont succédés. Alors donc aujourd'hui, on est en train de se battre pour que la drépano sorte du ciblage ethnique. Parce qu'à partir du moment où ça va sortir du ciblage ethnique, à partir du moment où ça va être une grande cause nationale, puisque c'est quand même la 4e priorité de santé publique, eh bien, il y aura des enveloppes allouées. Ils ne veulent pas. On demande, le ciblage ethnique, ça compte combien pour dépister tous les bébés noirs tous les bébés, pardon, non noirs qui naissent sur le territoire. Ça ne coûte même pas 200 000 € en plus que ce qu'ils font déjà. Ça ne coûte pas les petits fous de l'Élysée par mois. Mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. D'accord? Non, moi j'ai dit, je ne suis pas un tableau. On ne va pas m'écrire du n'importe quoi dessus. Je ne suis pas un tableau. Aujourd'hui, je vais dire une chose. Tant que la France ne sortira pas la drépanocytose de ce ciblage ethnique, je vais me battre. Quitte à faire redescendre comme on l'a fait en 2004, t'es malade dans la rue. Quitte à laisser ma dernière goutte de sang, mais je vais me battre parce que c'est injuste ce qui se passe pour une maladie. Est-ce que justement c'est une peur de voir que les Blancs aussi peuvent aussi avoir la drépanocytose? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas ce ciblage? Non, ils n'ont pas peur de ça. C'est quelque chose, c'est une idée reçue que c'est une maladie pour Noirs. Donc pour eux, le métissage n'existe pas. C'est pour ça que quand, je ne sais pas si on l'a dit en off, ou l'inverse, la stratégie de dire on va dépister tout le monde et on verra qu'il y a des blancs. Nous, associations, chaque fois qu'on voit qu'il y a des blancs, on communique sur les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas grand bruit. En 2019, ça ne fait pas grand bruit. Ça ne fait pas grand bruit. Ah ouais. Mais les parents des bébés blancs, ils ne vont pas le dire non plus. Ça reste tabou alors. Personne ne connaît cette maladie. C'est impressionnant comment la première maladie génétique en France, la première maladie génétique au monde. D'accord. Mais quand on parle de drépanocytose, à chaque fois on me dit la mucoviscidose.
Et pourtant, c'est en termes de chiffres, c'est pas les mêmes chiffres. c'est pas les mêmes chiffres. C'est 3 fois plus de malades drépanocytaires que de malades. Bien sûr. Et il y a de grosses enveloppes allouées pour la mucoviscidose. Il n'y a rien. La France se bat, selon ce qu'elle explique, Eugénie, on est au stade de les problèmes qu'il y a ici par rapport à la drépanocytose. Alors là, en Afrique, on est très loin. Justement, vous avez été en Afrique il n'y a pas très longtemps. On est très loin. Visiter des familles qui sont malades. Il y a aussi les adultes, plus les enfants. Donnez-nous un petit peu votre impression par rapport à tout ça. Alors, en plus d'être dans le bureau de Drépagreffe, donc la sensibilisation, la greffe de la moelle osseuse, bon, ça passe pas trop bien de l'autre côté, hein, parce qu'on n'est même pas au stade des médicaments. Alors, on vient parler de greffe. La greffe, ça, c'est un coût. Donc, pour l'instant, c'est pas très accessible là-bas, même si ça avance. Je suis aussi fondatrice de l'association Abri Handicap, qui a commencé par Maison Dounia. Parce que le contexte anthropologique de la drépanocytose, la drépanocytose, c'est une maladie de l'ignorance. Je ne la connais pas, mais j'ai beaucoup d'idées reçues. J'ai beaucoup entendu cette maladie-là. En Afrique, il y a une autre lecture de cette maladie-là. Dans chaque région, elle a un nom. D'accord. Elle a un nom. D'accord. C'est incroyable. Hein? Elle a un nom. C'est d'ailleurs. Voilà. Au Mali, comme ça, il y a plusieurs. La maladie de l'os, la maladie du sang, le foie qui boit. D'accord. Donc, c'est la maladie de la l'ignorance. med. Si je ne sais pas, elle a dit, Taylor, il pleurait beaucoup. Elle ne se développe pas avant 4 à 6 mois, la drépanocytose. Mais si je n'ai pas fait de dépistage systématique et que j'ai un enfant qui pleure à la naissance, il est au sein, il pleure, il est propre, il pleure, on le porte, il pleure, il épuise les parents. S'il épuise les parents, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est un enfant maudit. C'est un enfant qui est venu pour tuer ses parents par épuisement. D'accord. Donc, c'est une maladie de la malédiction. Seulement aujourd'hui, ce fléau-là en train de faire une belle gangrène en Afrique. Donc, on se bat là-bas pour qu'il y ait un dépistage systématique. On se bat là-bas pour des campagnes de sensibilisation et dire que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un sort qui a été jeté, c'est une maladie génétique. Mais on est loin d'ici, on est très très loin d'ici. Et c'est même quand on dit que ce n'est pas le sort, quand on arrive à faire comprendre que c'est une maladie génétique, ils te disent quand même, tu es quand même maudit parce que tu as cassé la chaîne de bonne santé de toute une famille. Parce que le ventre est on sale. est dans le mythe du Sisyphe, le chien qui se mange la Parce que le ventre est sale et que ça coûte. Ici, les soins sont accessibles. Là-bas, les soins, même la Foldine, le plus petit médicament qui ne coûte pas cher ici, là-bas, il faut le payer. Et comment ils arrivent à vivre justement avec les associations. D'accord. C'est grave à dire, hein, mais les pouvoirs publics sont La moitié démissionnaires. n'atteint pas l'âge adulte. Non. Jusqu'à quel âge ces personnes La moitié, arrivent à... oui, ils n'atteignent pas 5 ans. 5 ans. 5 On ans. l'avait dit pour Taylor parce qu'ils avaient entendu 5 ça en ans. Afrique, 5 ans. La moitié des enfants drépanocytaires meurent. Et comment on découvre qu'il est drépanocytaire? Lors de la première grosse crise. J'ai un témoignage de ma mère dans le village de ma mère qui dit il y a un petit drépanocytaire. Elle sait, parce qu'elle connaît, elle a vécu, hein, elle allait à Strasbourg pour la greffe de son petit-fils. Elle s'est documentée sur, elle connaît tout de la drépanocytose. Le petit est drépanocytaire dans le village, on ne sait pas qu'il a la drépanocytose. On lui met des écorces qui brûlent. Elle me dit c'est comme du piment. On en mitoufle l'enfant, ses os, et ça pique, ça brûle. Et l'enfant, il peut pas. C'est douloureux, elle m'explique que c'est douloureux. Une torture. Mais c'est à ça qu'il a droit. Il est drépanocytaire, c'est à ça qu'il a droit. Moi, j'ai assisté dans un village où on avait mis du mazout dans le vagin d'une petite fille et on l'a brûlé vive pour tuer le démon qui la possédait. Parce que c'est le poids, je vais rebondir dessus, le poids mystico-religieux. Voilà. Le poids mystico-religieux qui fait qu'on ne peut pas avancer. Et les campagnes de sensibilisation, on est au stade où il faut les décupler et expliquer. Et ça touche la drépanocytose, mais ça touche tous les autres handicaps. Justement, c'est ce que j'allais vous demander au niveau de la sensibilisation, justement. Comment vous, votre association, vous arrivez à leur parler, à leur faire comprendre que c'est une maladie. Ça n'a rien à voir avec la malédiction ou autre chose maléfique, mais c'est juste une maladie et voilà comment on vit avec. Est-ce que vous arrivez à porter ce message en Afrique? Oui, parce que ce que je déplore, que je lui disais autour d'une table la semaine dernière, les associations qui travaillent ici, qui vont donner de l'aide en Afrique, aiment bien s'arrêter dans les capitales. Pas nous. Beaucoup d'associations. Génie. Mais pas nous, parce que tu nous as vus à Conakry, Mais dans le les constat, villages. je l'ai dit à cette table-là,
J'ai toujours entendu pas nous, pas nous, pas nous, mais on y va. J'ai vu. J'ai vu quand tu es parti. Il y a une grande association aussi qui y va. Mais je ne veux pas parler de un ou de deux. Ouais. Je veux parler de tout le monde. Quand les gens vont faire des actions, c'est plus facile de rester en ville. Il y a la caméra, on se fait voir. Mais c'est dans les villages que ces phénomènes-là arrivent. Les gens ne savent ni lire ni écrire. Donc, il faut user de techniques de sensibilisation. Ce n'est pas la même chose. Il faut parler, il faut faire des campagnes de dépistage dans les régions, dans les villages. Parce que c'est là-bas où les enfants sont... On a un enfant qui pleure. Et tout de suite, le contexte là-bas est lourd. Le poids de la tradition est tellement lourd. Voilà, c'est ça, leur faire il y a des retirer infanticides. cette tradition. Il y a des infanticides, les enfants sont abandonnés. On va dire, entre choisir... Il y a certaines églises du réveil qui tabassent les enfants. Moi, j'ai vu ça aussi. Non, mais bien sûr, Ils donnent des coups aux enfants pour faire sortir la bête. Comme... L'enfant est déjà en crise avec des douleurs incroyables et tu donnes encore des coups. C'est ça, parce que quand je dis le poids du contexte mystico-religieux, c'est ça. J'ai un enfant qui est drépanocytaire, mais la drépanocytose, c'est un handicap invisible. On ne voit pas. On ne voit pas. Mais si j'ai un enfant qui naît avec une malformation congénitale, ça se voit je comprends. Déjà. On voit. Bon, lui aussi, il est rejeté, cet enfant-là. Attention, parce que lui aussi, c'est le sort du diable. L'autisme... tout ce qui n'est pas normal n'est pas... Voilà, tout ce qui n'est pas... Voilà, c'est... Et il y a eu vraiment urgence. Nous, on a commencé par Maison Dounia parce qu'on se battait que pour la drépanocytose. En allant sur le terrain, on a compris, l'enfant que tu as dépisté, qui a été abandonné parce qu'il a quelque chose, mais il n'est pas drépanocytaire, qu'est-ce que tu fais? Tu le rejettes? Non, tu ne peux pas le rejeter. Tu le prends? Non, tu n'es pas légitime parce qu'une association, on ne va pas... Tu peux pas... Après, c'est plus crédible. Si tu fais un peu de tout, ce n'est pas crédible. Et voilà comment on a créé l'association Abri Handicap pour... abriter tous les enfants qui sont rejetés parce qu'ils sont porteurs d'un handicap ou d'une maladie ou autre chose. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, comment va votre enfant? Il va très très bien. Il va très bien. Lui, il a été greffé parce qu'il avait une vasculopathie cérébrale. D'accord. Moi, j'appelle ça comme une petite bombe qui est latente dans la tête et qui évolue petit à petit. Et c'est pour ça qu'il a été greffé. Les informations montaient très lentement au cerveau. Je vais encore redire, la drépanocytose est un handicap invisible et ça cause beaucoup de problèmes dans les écoles. Mon fils avait 5 ans quand on ne lui a pas donné le cadeau de fête des mères. Le vendredi de fête des mères, tous les enfants sortent de l'école avec le petit cadeau à la maternelle. Oui. À mi-chemin, je dis à mon fils, mais Ethan, il est où ton cadeau? Il était honteux, la maîtresse ne me l'a pas donné. Je dis, on repart en classe. On part en classe, je vois la maîtresse, je dis, il y a un souci, Ethan, il n'a pas son cadeau de fête des mères. Oui, ça fait des mois que je lui demande de finir, il n'a pas fini, moi je ne lui ai pas donné. J'ai dit, d'accord, il n'y a aucun souci. En même temps, je profite pour faire de la sensibilisation, ça ne sert à rien que je parle à la maîtresse toute seule. Je prends rendez-vous le lundi avec la directrice qui convoque la maîtresse et je lui explique. Elle éclate en sanglots. Je lui dis s'il avait des béquilles, j'aurais pris le temps de l'aider. C'est un handicap qui ne se voit pas, mais l'information arrive très lentement au cerveau. La concentration, ça touche la concentration, la drépanocytose. Donc le temps que vous avez alloué à tous les enfants, ce temps-là, il n'avait pas. Exactement. Il fallait juste l'accompagner. Donc aujourd'hui, quand il a eu sa greffe, les années passaient petit à petit, parce qu'il y a toujours un contrôle. Et un jour, il me dit dans le couloir, on se rencontre là à la porte, il me dit « Waouh, maman, ça a vraiment marché ?» 2 ans après. Il dit, en maths, quand on me parle, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Il dit, quand on me disait, je te parle, tu n'entends pas, il dit, je ne comprenais pas. Maman, maintenant, on me dit quelque chose, on me donne la consigne, je la comprends tout de suite. Alors qu'avant, ça change tout, ça change beaucoup de choses. Il est parti en vacances avec ses potes, ils ont loué un appartement, des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Parce qu'il était mineur, même s'il était majeur, mais c'était compliqué d'organiser. C'était compliqué et ça change tout. Alors, un dernier mot pour les familles, des parents qui vivent la même situation que vous. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme message d'encouragement et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, un message très important que j'ai à dire aux familles, que je véhicule aux familles tout le temps, quand on est dans quelque chose, quand on a quelque chose déjà, ce quelque chose est déjà là. Il faut s'intéresser. C'est ce que je dis souvent aux familles. Il faut s'intéresser, il faut venir aux réunions, il faut venir au congrès,
Moi, j'ai su que la greffe existait parce que j'étais dans des groupes de parole. J'ai cru, à l'époque, il y avait le DPI qui existait. J'ai appris que le DPI existait parce que je suis venue en groupe de parole. Mais de ne pas désespérer. Il ne faudrait pas que les familles désespèrent parce que cette histoire, le contexte mystico-religieux, il est arrivé ici. Hein. Ça nous suit ici. D'accord. Il y a des familles qu'on va visiter et qui nous disent tu viens, mais sans identité. Tu ne viens pas parce que tu as une association, Drépanocytos, Esther, tu ne viens pas pour la greffe, tu viens en ami. Donc même ici, on ne dit pas à son frère, sa sœur, ou même à ses amis qu'on a un enfant qui est drépanocytaire. Ça reste toujours tabou. Mais si tu caches ton mal, comment est-ce que tu vas avoir la solution? C'est clair. Donc que les familles ne désespèrent pas, qu'elles ne restent pas entre elles, qu'elles s'ouvrent. Et il faut persévérer et on va arriver. Un jour, on va y arriver. Merci Mireille. Alors Jenny, on sait que Taylor est chef d'entreprise maintenant, il est pilote. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Taylor? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mais ça valait le coup de se battre, de faire mentir la science. On avait dit 5 ans et aujourd'hui il a quel âge? Il a 29 ans. Il a 29 ans. Ça valait le coup. Et puis moi, ce que je dis aujourd'hui, Taylor est ce qu'on appelle un grand frère. C'est un malade expert. Donc il est expert de la maladie. Hein, donc il va donner des cours à d'autres malades. Et puis, formidable. Oui. Et c'est l'ambassadeur de l'association mondialement connue aujourd'hui, Taylor, puisqu'il part partout aussi pour parler de la maladie. Il a rencontré les plus grandes associations mondiales. Donc voilà. Donc l'espoir... aujourd'hui, je ne dis pas que je vais... Souvent, je disais, je vais vers les horizons de l'espoir. Je ne dis plus ça. Je dis aujourd'hui avec Taylor, c'est même pas l'espoir. Pour moi, Taylor, c'est Taylor. C'est mon fils. Il a la maladie, oui, mais je sais que lui, maintenant, c'est à lui de porter son combat. C'est plus à moi de le faire. Je vais aider les autres. Je vais aider les sans-voix. Je serai leur voix. Taylor, il a sa voix et il a déjà sa voix. V-O-X et V-U-E. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire aux mamans, il ne faut jamais désespérer. Il faut jamais dire je ne peux pas. Une maman, tu as porté ton enfant dans ta matrice, dans ton utérus, tu l'as porté, tu as aussi la force de le porter quand il sort de l'utérus. Il ne faut pas démissionner. Que ce soit pour le truc, hein, que ce soit un enfant délinquant, etc. Il ne faut pas démissionner. Il faut dire on est là et on va se battre. Et je pense que la vie, c'est un combat. Tous, on a notre combat. Mais je crois une chose, et ça me vient souvent à l'esprit, je crois que Taylor et moi ne sommes pas là par hasard. Chacun de nous avons notre mission sur Terre, c'est ma mission. Exactement. Et celle de Taylor. On est certainement peut-être des martyrs, j'en sais rien, je vais loin hein, dans mes propos. Mais en tout cas, Mireille peut me contredire. Grâce à la persévérance, ma ténacité, tout ce qu'on a fait, beaucoup de choses ont quand même évolué, sans prétention aucune, mais on s'est quand même fait entendre, et pas forcément en France, hein, même dans la Caraïbe, on va à Porto Rico et tout le monde sait qui est Jenny, qui vient faire un coup sur la drépanocytose. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je peux dire aux autres mamans, si vous n'avez pas encore la force, venez nous rejoindre, nous, les mamans qui ont déjà la force, on va vous en donner un peu. Ce n'est pas un verset de la Bible qui dit « Venez avoir, vous qui êtes fatigués », c'est pas ça, je ne veux pas poser l'église, mais c'est vrai, on est là pour ça, on est là pour aider. Donc, en ce qui me concerne, tant que j'aurai une goutte de sang, je serai toujours là. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver pour le dernier mot de la fin? Où peut-on vous trouver si on veut justement adhérer à votre association ainsi qu'à l'association de Jenny? Alors, pour adhérer à l'association, c'est drepagreffe.fr ou abrihandicap.org. D'accord. Et moi, c'est APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc, .fr, c'est pareil. Mais sinon, on tape Jenny pour qu'à tout est là fixe. Pas besoin de connaître le truc de l'association, ça va vous ramener à l'association directement. Et les gens qui donnent un peu d'argent, déductible 66%. Hein, 66%. Impôts, hein. Et s'ils veulent contrôler les comptes, ils peuvent demander s'ils sont adhérents. C'est clair et net, ils peuvent toujours demander à contrôler les comptes de l'association. On est pour. Le message est passé. J'ai juste un truc à... Dites-moi. Par rapport à la greffe, il y a la greffe haploïdentique. Parce que Jenny expliquait qu'il faut avoir un frère, une sœur de la fratrie. Ça commence la greffe haploïdentique. Ça commence. Sur le site de Drepagreffe, on a beaucoup de témoignages sur les greffes haploïdentiques. Ça commence. Très bien. Pour le moment, on ne va pas les lancer. Si on en parle. Sur le site, il faut y aller. Il y a beaucoup de témoignages. On encourage et
c'est les médecins, la décision, ça dépend du tableau clinique, hein, Voilà. mais ça existe. D'accord. Et puis la thérapie génique peut-être pour plus tard. On avance petit à petit. Oui, petit à petit. Merci beaucoup, mesdames. En Merci tout cas, à vous, j'étais merci. très heureuse de partager avec vous ce moment, puisque un moment très, très émouvant. Et je vous souhaite bon combat Merci. à tous les deux, toutes les deux, pardon. Et mes félicitations pour votre fils. Et puis Taylor aussi, félicitations parce que voilà, c'est devenu maintenant un homme et c'est vraiment formidable. Et Et c'est je une serai grand-mère, fierté. hein. Et vous serez grand-mère. Ah, félicitations. Vous l'avez Non, mais dit. j'ai dit je serai grand-mère. Ça ne veut pas dire pour le moment c'est en marche, mais je serai grand-mère. D'accord. J'en suis sûre, Bah oui, faut vous dire. serez grand-mère et vraiment bon combat, bon courage et puis bonne continuation Merci. avec Merci, vos associations à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc notre émission s'achève. Donc je remercie toutes les personnes, les sponsors qui ont contribué à cette émission, ACP Productions, Grâce Productions, Unity Génération, Saveur Créole 509, Mackenza, Ubiz News et toute la production. Merci. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans votre émission Ma vie, mon combat. Au revoir. I wanna be put to shame, your words come from my soul. My shepherd watches me, I'm not alone. I will feel